Alors, nous allons passer maintenant à notre collègue François de Polignac, qu'on ne présente pas non plus, helléniste et spécialiste de la religion grecque, de l'anthropologie religieuse grecque, qui est aussi, alors dans l'autre panthéon, il est aussi le doyen de la section des sciences religieuses, une divinité bienveillante et rigoureuse à la fois, d'où nous tirons notre fécondité. Et il va nous parler aujourd'hui d'un modeste thème, l'anthropologie, et en 30 minutes. Donc... Merci, cher Président. Merci aussi, à mon tour, je tiens à remercier Jean-Luc Fournet de m'avoir invité à présenter sur ce thème éminemment vaste une communication nécessairement brève et sur laquelle donc je vais essayer de me concentrer, dans laquelle je vais essayer de me concentrer sur l'essentiel des choses, d'autant plus que John Scheid vient déjà d'évoquer, après d'autres, certains aspects de cette question de la formation de l'anthropologie et de son rôle à la fois à l'école pratique et au Collège de France. Pour bien mesurer la place que l'anthropologie, ce que nous appelons aujourd'hui l'anthropologie, a joué dans ces relations entre le PHE et le Collège de France, il faut tout de même préciser ce que le mot anthropologie a pu recouvrir dans le temps. En effet, il faut rappeler que jusque vers 1950, à l'EPHE en tout cas, le terme anthropologie ne s'applique qu'à la seule anthropologie physique, c'est-à-dire essentiellement l'œuvre et la postérité de Paul Broca, fondateur en 1868 à la troisième section, l'actuelle section des sciences de la vie et de la terre, du laboratoire d'anthropologie. De même qu'il avait fondé en 1859 la Société d'anthropologie de Paris et qu'il fondera en 1876 l'École d'anthropologie. Pour lui et pour ses successeurs, l'anthropologie, c'est donc l'étude de la biologie du genre humain. Et dans cette perspective, bien entendu, la notion d'anthropologie sert de marqueur pour signifier une distance vis-à-vis de l'ethnologie, qui est, elle, l'étude des familles humaines, que celles-ci soient qualifiées de peuple, de race, etc. Je n'entre pas dans le détail. Il a fallu attendre 1926 pour qu'un premier rapprochement apparaisse, une tentative de rapprochement apparaisse avec la Fondation, conjointement par Paul Rivet, un des successeurs de Paul Broca, et Marcel Mauss, dont on vient de parler, d'un laboratoire d'ethnologie, mais toujours à la troisième section. Paul Rivet, qui est également fondateur du musée de l'Homme, manifestait ainsi le souhait, par ce rapprochement avec le sociologue Marcel Mauss, le souhait donc de rapprocher l'anthropologie physique de d'autres disciplines telles que l'archéologie, la préhistoire, la linguistique, la sociologie. Néanmoins, l'anthropologie resta plutôt marquée par sa définition première, attachée donc aux travaux de la troisième section, et ce courant d'études n'a pas eu de relation suivie avec le Collège de France, sinon de manière inaboutie par le biais d'une branche particulière de l'anthropologie, c'est-à-dire la paléontologie. En effet, en 1938, Paul Rivet avait fait nommer le père Teilhard de Chardin, le paléontologue bien connu, directeur du laboratoire de géologie appliquée aux origines de l'homme, toujours à la troisième section de l'EPHE. Et Teilhard assuma cette fonction jusqu'à sa mort en 1955. Or, en 1946, le savant jésuite fut pressenti pour une chaire de paléoanthropologie au Collège de France. Mais cette démarche n'aboutit jamais. Nous ne nous trouvons pas ici, comme nous l'avons entendu ce matin, dans des situations où c'est l'aile radicale laïque radicale de la République qui s'oppose à la nomination d'un ecclésiastique. Dans ce cas précis, c'est plutôt la hiérarchie de Teilhard de Chardin, hiérarchie avec laquelle il était en délicatesse, c'est le moins qu'on puisse dire, qui ne lui accorda jamais l'autorisation de se présenter officiellement au collège. Il y a donc là une occasion manquée qu'il n'est pas inutile de rappeler. De façon tout à fait intéressante, on constate que c'est exactement dans ces mêmes années qu'un mouvement amorcé dans les années 30
aboutit à l'éclosion d'une nouvelle notion de l'anthropologie, avec l'apparition, bien entendu, de l'anthropologie sociale de Claude Lévi-Strauss. Celui-ci a le PHE dès 1951, où il avait été donc élu en 1948 en tant que directeur d'études cumulant à la 6e section sur la chaire de civilisation primitive. Celui-ci, donc, en 1951, demande la modification de l'intitulé de cette chaire, et c'est à ce moment-là qu'apparaît le terme de anthropologie sociale. En même temps, Claude Lévi-Strauss avait été élu directeur d'études titulaire à la 5e section, la section des sciences religieuses, en 1951, sur la chaire de religion des peuples non civilisés, dont il fit également modifier l'intitulé en 1954 pour qu'elle devienne la chaire de religion des peuples sans écriture, chaire qu'il conserva jusqu'en 1974. De façon tout à fait intéressante, on constate ici que l'enseignement dans la 5e section des sciences religieuses se double d'un enseignement dans la toute nouvelle 6e section des sciences économiques et sociales qui venait à peine d'être créée. Ce genre de situation n'est pas exceptionnel dans les années 50, puisque dans les débuts de son existence, 40-50, la 6e section, l'enseignement dans la 6e section fut souvent dispensé par des directeurs d'études d'autres sections de l'école à titre de cumulant. Néanmoins, cette articulation des deux sections n'est pas quelque chose de aléatoire, disons, de purement conjoncturel. Il caractérise un positionnement de l'anthropologie, de la nouvelle anthropologie, à la fois sur les sciences sociales et sur les sciences religieuses, et cette articulation mérite qu'on s'y arrête un peu. Il y a là, en effet, tout un arrière-plan qu'il faut rappeler. Et là, je dois à mon tour évoquer la figure de Marcel Mauss. Même si son enseignement était ennuyeux, comme vient de le dire John Child, il n'empêche que l'œuvre de Marcel Mauss a joué un rôle considérable, et les discussions libres sur le chemin du retour ont sans doute joué un rôle important dans l'influence d'un penseur qui, même s'il n'a jamais été ethnologue de terrain, a néanmoins forgé une grande partie, disons, de la pensée sociologique française à la suite de son oncle Durkheim, tout en étant, ceci est important aussi, philosophe de formation. Or, Marcel Mauss est le premier à illustrer ce double positionnement d'une science en train de se constituer, puisque dès 1901, il avait été élu donc d'abord en tant que maître de conférence sur la chaire Religion des peuples non civilisés, à la 5e section, sciences religieuses, celle-là même donc où Claude Lévi-Strauss devait être élu plus tard. Puis, en 1931, John vient de le rappeler, il est élu au Collège de France à la chaire de sociologie. J'ai déjà évoqué l'histoire du laboratoire d'ethnologie à la 3e section, fondé par Mauss et Rivet en 1926. On voit donc bien se dessiner là un mouvement unificateur qui, à partir de la sociologie et des sciences religieuses, voire à l'occasion de l'anthropologie physique, cherche à façonner une manière globale d'aborder l'étude de l'homme. Elle n'a pas encore le nom d'anthropologie, mais on voit bien quel cheminement elle suit. Et dans ce mouvement, l'articulation entre les sciences sociales et les sciences religieuses peut être considérée comme la marque de fabrique de cette anthropologie telle qu'elle s'élabore entre le PHE et le Collège de France. Je ne parle pas ici d'autres mouvements qui seraient apparus ailleurs, dans d'autres contextes. Je me concentre vraiment sur ce qui se fait et ce qui se passe entre le PHE et le Collège de France. Comme l'a souligné René Corpiètre dans les pages qu'elle a consacrées à la sociologie, à l'anthropologie et à l'EPHE dans le livre du 150aire de l'école, cette articulation est révélatrice de la tendance croissante à mettre l'accent sur le caractère social du religieux, au détriment d'une approche plus personnalisante, plus psychologique, qui mettait l'accent sur la religion comme expérience individuelle, expérience spirituelle, et donc expérience véritablement centrée sur l'intérieur, sur l'âme, sur la question de l'âme et de l'intériorité. C'est aussi, j'y ajouterais, une façon, cette insistance sur le caractère social des religieux, c'est une façon d'en finir avec une certaine
histoire des religions, à laquelle John vient de faire allusion également, fondée sur une perception très généralisante où le religieux s'appuie sur l'identification de certains archétypes quasiment métahistoriques qui dépassent l'histoire des sociétés pour créer, définir une certaine religiosité au sens le plus large possible. Bien entendu, l'élection de Marcel Mauss au Collège de France consacre cette approche sociologique du religieux. On voit donc bien que, évidemment, l'élection de Claude Lévi-Strauss, enfin, plutôt les initiatives de Claude Lévi-Strauss d'abord, lui aussi, d'ailleurs, il faut le rappeler, agrégé de philosophie, qui ne fut pas élève de Marcel Mauss directement, mais subit lui aussi son influence, s'inscrit dans un mouvement qui, prend appui sur les deux institutions depuis déjà un certain temps. Cette articulation aussi entre sciences sociales et sciences religieuses reproduit, plutôt génère et développe le caractère englobant de la nouvelle discipline qui, en prenant le nom d'anthropologie sociale, va définir aussi l'intitulé de la chaire du Collège de France sur laquelle Claude Lévi-Strauss est élu en 1959. Elle reprend le même intitulé d'anthropologie sociale et l'intitulé du laboratoire qu'il va fonder immédiatement en 1960, laboratoire d'anthropologie sociale, donc qu'il va rattacher cependant à la 6e section de l'école pratique. On a donc toujours bien cette double articulation qui joue et qui manifeste l'enracinement de la nouvelle discipline dans un ensemble de champs scientifiques, puisque, au-delà des sciences religieuses et de la sociologie, il faut prendre en compte, bien entendu, aussi la pratique ethnologique, la linguistique, de laquelle Henri-Georges Pinault vient de parler, et qui joue un rôle absolument fondamental, bien entendu, dans la formation et dans l'élaboration de la pensée, de l'approche structurale, dans l'intérêt porté au mythe, au système de pensée, etc. Tout ceci montre que le maintien d'un enseignement double, à la fois en sciences religieuses, à la 5e section, et en sciences sociales, que ce soit à la 6e section ou au Collège de France, est le socle sur lequel prend appui la naissance de l'anthropologie entre les deux établissements. Bien évidemment, cette naissance aura une influence considérable sur toutes sortes de chaires d'ethnologie et d'anthropologie religieuse qui se multiplient alors à l'école pratique, qu'il s'agisse des études sur les sociétés amérindiennes, sur l'Afrique subsaharienne, sur l'Océanie, sur l'Asie septentrionale, etc., même en Europe. Et au-delà, peut-être faudrait-il aussi prendre une meilleure mesure de l'expansion, des conséquences de l'expansion de ce mouvement qui, au-delà de l'anthropologie pure, par sa dimension sociologique, influence des domaines qui ne sont pas ceux traditionnellement reconnus, ou en tout cas qui n'étaient pas traditionnellement reconnus comme étant propres à la démarche anthropologique. Je pense par exemple à l'Afrique du Nord et aux travaux de Jacques Verck, qui est brièvement passé par l'école pratique des hautes études et qui a été ensuite très longtemps au Collège de France, sur ce qu'il appelait l'histoire sociologique de l'Afrique du Nord. Et bien entendu, il faut aussi faire à nouveau rentrer dans le tableau tout ce que John vient de dire à propos du Mésil et des études indo-européennes, qui, tout en étant dans un champ différent, dans un champ où la linguistique joue un rôle fondamental, sont connexes à ce mouvement d'émergence de l'anthropologie. Et là, je dois rappeler très brièvement ce que John vient de dire aussi à l'instant, c'est-à-dire le rôle absolument fondamental joué par ce qu'on pourrait appeler les cahiers de présence, si je puis dire, c'est-à-dire les entrecroisements entre séminaires, le rôle fécondant que jouait la présence d'un certain nombre de collègues dans les séminaires de Dumézil, de Lévi-Strauss et d'autres, de Marcel Mauss, cette espèce d'entrecroisement permanent qui fait qu'on ne peut pas tracer une frontière stricte
On ne peut pas dire là s'arrête ou là commence la démarche anthropologique. En fait, ce sont des mondes poreux où les influences sont multiples, où les croisements disciplinaires sont multiples, et il est évident que dans ce cas, dans ce cadre-là, il faudrait élaborer, il faudrait mentionner des noms multiples, ce que je n'ai évidemment pas le temps de faire ici, et se rendre bien compte dans le détail de la façon dont les différents courants ont pu se former, se stabiliser, puis se refaire, se défaire et se refaire par le biais de ces séminaires, du rôle central que les séminaires ont pu jouer dans tout ce mouvement. De façon inattendue, ce n'est cependant pas dans les champs traditionnels de l'ethnologie ou dans les champs classiques de l'ethnologie que l'anthropologie allait se manifester à nouveau comme un lieu d'articulation entre le PHE et le Collège de France après le Claude Lévi-Strauss. C'est en effet dans un domaine qui, à l'origine, pouvait paraître éloigné de l'anthropologie, c'est-à-dire l'étude de l'Antiquité, que cette articulation est apparue grâce à la figure et à l'œuvre de Jean-Pierre Vernant. Je rappellerai très rapidement que Vernant n'était pas helléniste de formation, mais lui aussi philosophe, et que ce n'est que relativement tardivement qu'il a commencé à s'intéresser à l'étude de la Grèce ancienne, en 1948, à l'âge de 34 ans donc, et en étant influencé, cela a déjà été dit, je rappellerai ça très brièvement, par deux courants de pensée, deux personnalités, toutes les deux rattachées aussi à l'école pratique. Ignace Meyerson, donc, son professeur de philosophie à l'université, promoteur de la psychologie comparée ou psychologie historique, unissant psychologie et philosophie, où la psychologie est sortie de son cadre individuel pour être étudiée au niveau de sociétés entières grâce à l'étude des œuvres produites par ces sociétés. D'abord membre rattaché à la 3e section de l'EPHE, Meyerson fut élu à la 6e section et créa le Centre de recherche de psychologie comparative. Louis Gernet, lui, deuxième grand personnage, incontournable dans cette histoire, élève de Durkheim et très proche de Mauss, lui aussi, puisqu'il lui succéda de 1949 à 1961 comme secrétaire général de l'année sociologique. Louis Gernet, donc, avait travaillé, entre les deux guerres, à adapter les questionnements de la sociologie à l'étude de l'Antiquité. En ce sens, il est le véritable pionnier et créateur de ce qui a été appelé ensuite anthropologie historique ou anthropologie culturelle, qui unifie l'étude des faits religieux, du mythe, des pratiques et institutions politiques, de la vie sociale et de bien d'autres aspects des différentes réalités des sociétés anciennes, en montrant que tous les différents éléments n'ont de sens et ne peuvent être compris que mis en relation les uns avec les autres, mis en rapport et en rapport dialectique les uns avec les autres. Louis Gernet, longtemps cantonné au rôle de professeur à Alger, rejoint la 6e section en 1948 dans le cadre du séminaire de sociologie juridique. Le droit tenait une part importante dans les travaux de Gernet. C'est sous cette double influence qui trouve donc un débouché à l'école pratique. C'est sous cette double influence donc que Vernant a développé son œuvre, et même si ce travail ne prend finalement... Il faut attendre 1968 pour que officiellement le mot anthropologie apparaisse pour qualifier cette démarche, puisque finalement c'est quand un ensemble d'articles de Gernet sont publiés sous le titre Anthropologie historique, de la Grèce ancienne, que l'étiquette en quelque sorte apparaît clairement. Néanmoins, il est clair que tout ce mouvement s'inspire, bien entendu, s'insère parfaitement dans toute la démarche anthropologique qui était née, qui avait commencé à se développer dans les années 30. Vernant a théorisé, élaboré, construit sur l'œuvre de Gernet et de Meyerson, et c'est ce qui donc l'a amené ensuite à être à la fois, et ça je rejoins ce que je disais précédemment, il a été à la fois élu dans un premier temps en 1957 à la 6e section de l'EPHE, donc toujours des sciences morales et sciences économiques et sciences économiques et sociales, sur la chaire de pensée sociale et religieuse de la Grèce ancienne,
intitulé qu'il garde quand, en 1968, il est élu à la 5e section. Même intitulé, même enseignement. Nous retrouvons pour la 3e fois cette articulation entre les deux dimensions, entre les deux sections et entre les deux approches qui peuvent être considérées comme décidément constitutives de ce type de démarche anthropologique, avec en plus une dimension comparatiste qui va s'affirmer de plus en plus, qui est déjà présente quand, en 1964, il fonde le Centre de recherche comparée sur les sociétés anciennes, rattaché lui aussi à la 6e section de l'école pratique, et qui donc passera ensuite à l'UHESS, et qui est manifeste, encore plus manifeste, quand il est élu en 1975 au Collège de France sur la chaire Études comparées des religions antiques. Ces quelques éléments que je présente rapidement nous invitent à considérer que l'anthropologie, et encore une fois, je rappelle que je ne parle ici que de l'anthropologie telle qu'elle se fait entre le PHE et le Collège de France. Cette anthropologie, naturellement, se constitue par une combinaison variable de différentes disciplines, de différentes démarches, de différents courants. Il y a la philosophie, la psychologie, la linguistique et, pourquoi pas, l'archéologie, mais où se retrouve en permanence ce binôme fondateur entre sciences religieuses et sociologie sous des formes variées. Loin d'être une discipline, autrement dit figée, loin d'être une discipline constituée, définie une fois pour toutes, l'anthropologie ne cesse de se réinventer et de se refaire à partir d'une sorte de socle, mais en y agrégeant, en y faisant intervenir des courants de pensée variés. C'est pourquoi, d'ailleurs, nous avons entendu parler aussi bien, dans plusieurs des communications précédentes, de ces aspects propres à l'anthropologie qui touchent à tellement de domaines différents, mais avec des combinaisons variables. Et je me permettrai, puisque je vais terminer par là, je me permettrai, d'utile en rougir, il faut quand même que j'évoque le nom de John Child ici, puisque sa propre démarche, qui est à la fois influencée par Vernon et le centre Gernet, comme le montre très bien, entre autres, les travaux qu'il a menés avec Jesper Zenro, s'insère aussi dans une tradition qu'il a évoquée par sa proximité avec Georges Dumézil, et aussi avec les travaux, bien entendu, de Robert Schilling, avec un attachement bien marqué à la dimension institutionnelle, politique et sociale du religieux. Autre exemple de cette combinatoire particulière, je dirais, de la démarche anthropologique qui peut s'articuler avec bien d'autres disciplines, bien d'autres démarches, et ainsi, plutôt que de constituer une sorte de bastion disciplinaire, être plutôt une force d'irrigation de multiples démarches utilisant les ressources les plus variées. John Child l'a rappelé lui-même, il a été pendant longtemps directeur d'études à l'EPHE, avant d'être élu au Collège de France. Il me paraît constituer, une fois encore, un bon exemple de cette articulation particulière, constitutive, cette sorte de socle constitutif de l'anthropologie à la mode EPHE Collège de France, qui maintenant, depuis les années 30, depuis Marcel Mauss, en fait, a conduit à la constitution d'une démarche scientifique qui se veut aussi englobante que possible, tout en étant le moins généralisante possible. Je vous remercie.